Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite FAQ. Voilà, on va prendre les questions que vous m'avez posées sur Instagram. On va essayer de répondre à un maximum de questions. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous connaissez le principe, c'est une donc FAQ. Réponse en freestyle, les amis, je ne prépare pas les réponses, je fais ça spontanément. On va essayer de prendre un maximum de questions, essayer de répondre le plus clairement possible. C'est parti, on y va. On commence par TSO VNS qui dit ce n'est pas une question, mais les erreurs d'arbitrage sont trop graves à ce niveau. Et oui, les erreurs d'arbitrage, c'est un peu trop grave à ce niveau. J'imagine forcément que tu parles du carton rouge de Vitor Roque. J'ose espérer qu'ils vont retirer le carton parce que concrètement, il n'y a absolument rien. Donc forcément, c'est un peu triste pour le petit tigre qui ne mérite pas ça concrètement. C'est dommage parce qu'il a enchaîné deux rentrées comme ça, 2 buts, très rapidement en plus dans le match qui vient nous offrir. Dans un premier temps, la victoire contre Osasuna. Il rentre au bout d'1 minute, il marque. Là, contre Alaves, il rentre et il marque au bout de 4 minutes. Un but important encore une fois. Donc c'est dommage, ça vient un peu casser son... Tu vois, sa montée en puissance quoi. Donc j'espère que la Liga va quand même retirer ce carton rouge injustement donné. Et puis oui, les erreurs d'arbitrage sont c'est un peu le débat en ce moment. Ça fait beaucoup débat chez beaucoup de supporters, chez les youtubeurs. C'est un peu il y a des débats assez vifs en ce moment. Moi je vois ça, bon ça me fait un peu rire, mais bon pourquoi pas. Et comment dire, on a vu le match d'hier, les amis, on a vu le Real Madrid à l'Atlético, enfin on a vu plus ou moins ce qui s'est passé en termes d'arbitrage et je pense que certains supporters de d'autres équipes ont pu se rendre compte à quel point effectivement les erreurs d'arbitrage, eh bien ça te tue un petit peu les matchs. C'est un peu dommage quoi, c'est un peu grave du coup à ce niveau, effectivement. On le sait, on l'a vu, enfin pour ceux qui ne savent pas évidemment, quand on regarde, il y a un site qui s'appelle Archivo VAR qui est un site assez neutre, objectif, qui recense toutes les erreurs de la VAR en fait, tout simplement. Donc s'il y a une erreur d'arbitrage ou ça ne concerne pas la VAR, eh bien le site ne traite pas vraiment le problème, l'information, tu vois. Il reste focus sur ce qui s'est passé, sur les décisions de la VAR. Et concernant juste les décisions de la VAR, s'il n'y avait pas eu toutes ces erreurs, on va appeler ça des erreurs pour rester un petit peu correct, depuis le début de la saison, eh bien le Barça serait deuxième, juste derrière Girone et juste devant le Real Madrid. Quand on dit que les erreurs d'arbitrage ça joue un petit peu sur le championnat, alors certes oui, le Barça joue mal, je sais que c'est devenu interdit de parler d'arbitrage parce que le Barça apparemment n'est pas au niveau de cette saison, donc on n'a pas le droit de dire qu'on se fait voler. C'est triste, c'est triste à dire, mais le problème c'est que même en jouant mal, s'il n'y avait pas d'erreur d'arbitrage, on serait devant le Real et on serait deuxième, donc c'est un peu, tu vois, donc heureusement qu'on joue très mal cette saison, hein, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Bon, il y a beaucoup de questions sur l'arbitrage, les amis, je vais pas prendre toutes les questions sur l'arbitrage, sinon je vais me répéter toute la vidéo, ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'ai donné un petit peu mon avis, voilà, on sait très bien ce qui se passe, on sait très bien qu'il y a des grosses erreurs d'arbitrage depuis le début de la saison. Ça a démarré dès le premier match contre Getafe où on se fait voler, on aurait dû gagner le match et il y a eu un but je crois annulé. En fait le problème c'est même pas qu'il y ait des erreurs d'arbitrage, en fait ce qui est frustrant, et on le sait, et je pense que je vais continuer un peu sur ce débat d'arbitrage vite fait, c'est que on sait très bien que nous supporters du Barça, on est très frustrés par l'arbitrage parce que les résultats ne sont pas là. On sait très bien, parce que si on avait une équipe monstrueuse, si on gagnait tous nos matchs, qu'on mettait des 5 buts par match, des manitas à tout va, mais que de temps en temps on nous refusait un but, on mettait un penalty à l'adversaire, tu vois, dans le même match, et ça à chaque match, eh ben tu gagnes, au lieu de gagner 5-0, tu gagnes 4-1, tu vois, et ça poserait beaucoup moins de soucis. Ça, et effectivement, ça serait pas juste, ce serait injuste, parce que qu'on joue mal ou qu'on joue bien, l'arbitre est là pour faire ce qui est juste en fait. C'est un homme neutre, donc on rappelle quand même que c'est un homme, donc forcément tout homme a ses défauts, on va dire ça comme ça. Et l'arbitre est là pour arbitrer, donc faire la loi sur le terrain, comme un policier,
on va dire. Donc si l'arbitre n'est pas neutre et si les décisions ne sont pas bonnes, ce n'est pas juste. Après, il peut y avoir des matchs où il y a des décisions contre toi et puis le match d'après, c'est des décisions pour toi. Ça, on a tous vu ça dans le foot, je veux dire, c'est logique. Depuis qu'il y a la VAR qui a été instaurée, je pense, le problème c'est que la VAR a été mise en place pour qu'il n'y ait plus trop d'erreurs et que les machines pas remplacent les hommes, mais aide au jugement pour l'arbitre. C'est un soutien, c'est une aide en plus pour l'arbitre pour qu'il évite de faire des erreurs. Et depuis qu'il y a la VAR, c'est très compliqué parce que quand la VAR prend une mauvaise décision, peu importe l'équipe en fait, mais à partir du moment où la VAR ferme les yeux et dit non, il n'y a rien, alors que par exemple, imaginons, tu fais un tir et le gars il saute, le défenseur il met une grande main pour arrêter le ballon. Si la VAR t'entend les audios, tu dis non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas main, tu vois, il commence à avoir un problème. Et là, on peut commencer à douter un peu de la neutralité de l'arbitre, quoi. C'est surtout ça le problème. C'est que la VAR, elle était là pour aider l'arbitre. Et le problème, c'est qu'elle expose encore plus l'arbitre. Non pas par ses erreurs, mais par des choses un petit peu plus spéciales, quoi, disons. Des fois, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Il y a des audios qui sont sortis récemment. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Et c'est normal que ça fasse débat parce que c'est assez scandaleux ce qu'on entend dans les audios. Quand tu entends à la télé que l'arbitre dit à la mi-temps, au retour des vestiaires, il dit aux joueurs du Real Madrid, Rodrigo, t'aurais dû prendre un rouge. Normalement, c'était rouge. C'est l'arbitre qui dit ça aux joueurs du Real, tu vois. Et pourquoi il dit ça aux joueurs du Real et pourquoi il a pas mis de rouge, tu vois. Enfin, c'est des questions qui peuvent se poser, disons. Ça s'était passé contre Las Palmas. Mais bref, il n'y a pas que des erreurs de toute façon pour le Real Madrid. On l'a vu hier. Le match du Real contre l'Atlético, le Real qui aurait dû avoir, je crois, au moins un penalty. J'ai pas regardé le match, donc je vous avoue que je m'en fous un petit peu du Real. Ça m'intéresse pas trop. Il y a eu des erreurs d'arbitrage qui ont causé du tort, on va dire, au Real Madrid. Donc ça n'arrive pas que aux autres, mais voilà, ce qui est marrant, c'est de voir le Real se plaindre. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est quand même de voir certains supporters qui ne comprennent pas et qui disent aux supporters du Barça ou même aux dirigeants du Barça de la fermer, de la boucler parce que vu qu'on joue mal, en fait, on n'a pas le droit de parler d'arbitrage. Ça, c'est assez marrant quand on voit le Real Madrid, parce qu'apparemment ça dérange que Laporta ou Xavi parlent d'arbitrage, et Ancelotti qui fait le grand monsieur, le grand sage, et qui ne veut pas parler d'arbitrage. Bon, quand il s'était volé contre le Real Madrid avec le Bayern, là il avait parlé d'arbitrage, mais c'était pas la même époque, hein. Il n'était pas dans le même camp, donc forcément c'est différent. Mais pourquoi le Real Madrid TV, donc qui est une chaîne, hein, la chaîne officielle du Real Madrid, pourquoi ils font des propagandes tous les week-ends avant les matchs pour dire que l'arbitre qui va arbitrer ce match, souligner tous les erreurs d'arbitrage? Ça, c'est mettre une pression énorme sur l'arbitre, tu vois, et sur l'arbitrage en général en Liga. Mais ça, ce n'est pas à pointer du doigt, visiblement, c'est pas un problème, ça, par contre. Quand Laporta il parle ou Xavi il parle de l'arbitrage, là c'est un problème. Il parle après avoir été floué, on va dire ça comme ça, par l'arbitrage. Le Real Madrid, eux, ils parlent avant même le match. T'imagines? Donc voilà, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment. Il y a énormément de mauvaise foi, mais que voulez-vous? Certains devraient s'apaiser, prendre un petit peu une tisane peut-être, je ne sais pas. Profiter de la vie, du soleil. Enfin, moi, il y a du soleil en tout cas. Ensuite, on a Quentin qui dit pour toi, Lamine Yamal, dans 3 ans, tu le vois à quel niveau? Dur à dire. Dans 3 ans, il aura quasiment 20 ans, parce je crois qu'il a 17 ans cet été. Dans 3 ans, il aura 20 ans, quoi. C'est assez fou ce qu'il est en train de montrer. Pour moi, là, Lamine Yamal est en train de prendre de l'ampleur de fou. Alors j'espère que ça va continuer, que ça va durer. Mais ce qu'on voit de Lamine Yamal, quand même, on voit une forte amélioration depuis le début de saison. Franchement, entre le début de saison où il a démarré, il était un peu faible, on parlait de son physique. J'en ai parlé souvent, moi, ici, parce que j'ai dit, attention, il n'est pas aussi développé que les autres. Donc en Liga, il peut se faire bouger. Il faudra le préserver un petit peu et pas trop l'exposer, faire attention aux blessures, tout ça. On le voit, il enchaîne les matchs. Bon, faut pas en abuser non plus. De toute façon, faut faire attention, mais c'est comme tout joueur. Mais vraiment, il enchaîne les matchs et il joue 90 minutes et même à fin de match il continue à avoir cette lucidité alors que t'as fait les efforts tout le match. Le gars il prend en maturité de malade, en intelligence de jeu, donc il sait quand est-ce qu'il faut dribbler, quand est-ce qu'il faut pas. Il fait encore quelques erreurs. On a vu à la fin d'Alaves où il y a Lewandowski qui fait un appel monumental sur une contre-attaque et il tente une frappe de loin là, dégueulasse. Bon voilà, c'est peut-être des erreurs de jeunesse aussi, il est pas parfait non plus, mais
c'est fou là, la dimension qu'il est en train de prendre là, aussi vite en fait. Moi je pensais, enfin on avait tous vu qu'il avait du talent évidemment. On s'est dit bon pour le futur ça sera vraiment un gros joueur quoi. Même encore la saison dernière quand il avait débuté avec l'équipe, moi je l'avais vu jouer en Youth League. Ce qu'on voyait en Youth League c'est pas un Lamine Yamal monstrueux. Je me rappelle que des matchs de Youth League où il jouait avec des joueurs qui avaient peut-être 1 ou 2 ans de plus que lui, il se faisait déjà bousculer physiquement et il pouvait pas jouer des matchs entiers parce que physiquement il était pas au point. Et maintenant il joue des matchs entiers avec la division en première division et franchement physiquement il tient le coup quoi. Donc c'est assez fou là, la progression en si peu de mois, c'est dingue. Après le talent, voilà, on sait tout ce qu'il a, la vista, la qualité de passe, il a une bonne qualité de frappe aussi, il a mis beaucoup de buts assez sympathiques dans les équipes de jeunes. Pour l'instant il l'a pas encore montré, mais c'est normal les gars, pour l'instant il est jeune. Il va avant tout et en plus à chaque fois qu'il a tenté des trucs il s'est pris des reproches de Robert, donc je suis pas sûr qu'il ait envie de trop tenter de frappe, même s'il tente de temps en temps. Il faut pas qu'il se bride de toute façon le gamin, faut pas qu'on bride un gamin comme ça à 16 ans, sinon qu'est-ce que ça va donner après. Il faut le laisser vraiment jouer son football et essayer de le mettre dans les meilleures conditions et franchement pour le moment il est pas dans les meilleures conditions. Il y a le contexte de l'équipe, tout ça. Et même avec ça, franchement, il est très performant. Donc franchement, dans 3 ans, on peut pas savoir ce qui va se passer, les amis. J'ai pas envie de m'imaginer quoi que ce soit. On s'imaginait beaucoup de choses pour Ansu Fati. Personne n'aurait pu prédire que 3 ans après ou quoi, Ansu Fati allait être là, quoi. À ce moment de sa carrière, un peu difficile à enchaîner des mauvaises nouvelles. Des malheurs. Donc on peut pas vraiment savoir, mais franchement je trouve déjà que en quelques mois là il a progressé de façon monumentale. En début de saison aussi on parlait un petit peu de son physique pour faire les efforts. On sait qu'on avait un problème d'équilibre, un problème de contre-pressing, tout ça. Donc moi je louais on va dire les efforts faits par Rafinha, parce que malheureusement pour Rafinha c'est un peu la seule chose qu'on peut louer dans son jeu quoi, c'est de faire vraiment les efforts. Et je faisais le parallèle avec Lamine, qui c'est pas qu'il faisait pas les efforts, c'est que physiquement il est pas aussi puissant que Rafinha pour faire les efforts. Donc voilà, je me disais d'un côté on a au moins Rafinha pour faire les efforts, mais voilà. Après le but d'un attaquant, le but premier, son rôle, son objectif en premier, c'est pas de défendre. Rafinha n'est pas un défenseur central ou un latéral, donc son objectif en premier normalement ça devrait être de débloquer les matchs, de faire des dribbles, ça c'est vraiment une option, mais ou des passes des buts quoi. Donc être efficace, être utile à son équipe quoi, offensivement. Mais voilà, et Lamine là-dedans, en plus de ça, non seulement physiquement, dans la lucidité, dans la compréhension du jeu, dans les choix et tout ça, il est en train de s'améliorer. Physiquement, on le sent qu'il tient les matchs, mais en plus de ça, il commence à récupérer un nombre de ballons incalculable. Mais qui est ce gars? Qui est ce gars? On ne sait pas ce qu'on lui demande de récupérer des ballons, forcément. On va pas dire à Lamine, tu rentres sur le terrain, allez, tu me récupères un match de ballon. C'est pas un milieu def. Mais il fait les efforts. En début de saison, on voyait qu'il avait plus de mal pour les replis défensifs. Et là, franchement, je trouve vraiment j'en ai parlé dans les dernières vidéos. Je trouvais qu'il s'était vraiment amélioré là-dedans. Mais là c'est de mieux en mieux, quoi. Vu comment il a explosé, entre guillemets, tu vois, en quelques mois, j'imagine même pas dans 3 ans. Mais on sait pas où peut s'arrêter ce genre de talent. Parce que dans le foot, ça va très vite aujourd'hui. Donc c'est compliqué de savoir ça, tu vois. Quand on a vu les débuts de Lionel Messi, on savait tous qu'il y avait un gros potentiel. Mais tu pouvais pas t'attendre à cette carrière-là et à cette légende qu'il a écrit dans le football, quoi. Cette histoire de Messi avec sa Coupe du Monde pour finir sa carrière, tout ça, c'est un truc monumental. Mais même, je veux dire, les années qu'il nous a données, on va dire, en Liga, c'était monumental. Je sais pas pour comparer Messi et Lamine, hein, c'est juste pour dire que ce genre de talent, quand il démarre, tu sais qu'il y a un gros potentiel, mais tu sais pas juste comment il peut se développer. Messi au début c'était un ailier, peut-être milieu de terrain aussi, là il a dû jouer milieu de terrain quand il était chez les jeunes il me semble. Et bon, ils sont beaucoup testés en attaque, milieu de terrain, mais il pouvait jouer à un peu tous les postes offensifs et il était surtout utilisé comme ailier parce que il allait vite, parce qu'il driblait, tout ça. Et qui aurait pu le croire qu'après Guardiola allait le mettre en faux neuf et que ça allait être l'attaquant le plus prolifique de la planète, quoi. Quand tu vois que Messi il démarre sur l'aile, quand il est jeune il marquait pas énormément de buts, je veux dire c'était surtout les dribbles son truc, quoi. Et puis après d'un coup il nous sort une saison à 92 buts ou un truc comme ça, 91, 92, je sais plus quel est le vrai chiffre, il y a un but qui est pas compté ou je sais pas quoi. Mais bref, t'imagines,
une saison, une année quoi, une année calendaire avec plus de 90 buts quoi. Donc on peut pas savoir. Mais j'ai hâte de le savoir en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Ensuite, question de Romanus qui dit Christensen en 6, t'en penses quoi? J'en pense, bon j'en ai parlé, je me suis surtout focus là-dessus, sur l'analyse que j'ai sortie hier. Je trouve que Christensen il a équilibré pas mal les choses, il a joué le plus simple possible. Dans un premier temps, au début de match, il n'était pas forcément le plus à l'aise, forcément parce qu'il vient de démarrer entre guillemets à ce poste-là au Barça, il a jamais joué là. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à ce poste-là de toute façon, il l'avait dit je crois à la fin du match, je crois qu'il me semble qu'il a dit que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué comme ça avec le Danemark. Donc c'est un poste différent, comme je l'ai souligné dans l'analyse, quand tu es en défense, t'as le jeu face à toi constamment, mis à part quand tu fais des replis défensifs, quand tu joues très haut et tu repars vertical, mais bon bref, généralement t'as le jeu face à toi vraiment, et c'est toi qui as la plus grosse vision de jeu, mis à part le gardien qui est derrière toi, évidemment. Donc là c'est différent, tu subis si tu reçois le ballon, tu subis le pressing devant toi. Généralement tu subis pas un pressing derrière, c'est assez rare, je veux dire en défense, sauf si tu récupères un ballon un peu haut, bref, dans des conditions particulières, mais voilà. Là en tant que milieu de terrain, tu reçois un ballon, tu dois forcément réfléchir plus vite, agir plus vite, être plus vite dans tous tes choix, dans tout, être plus rapide. Et donc forcément, il faut un temps d'adaptation, mais franchement, pour un premier match, alors ça reste Alaves, c'était pas un match, tu tentes pas Christensen dans un match où tu vas te prendre un pressing monstre contre une grosse équipe, tu vois, où tu sais que ça va être plus dur. Mais Alaves, je trouve qu'ils ont plutôt bien pressé en vrai. Début de match, on avait quand même, on l'a vu, énormément de mal à sortir de notre surface. Et je trouve que le travail était plutôt bien fait. Christensen, il a joué simple, efficace, jouer en une touche, orienter le jeu et surtout nous apporter un peu cette solidité défensive. Quand on a Pedri par exemple dans les derniers matchs là, Pedri et Frenkie en double pivot, il n'y en a aucun qui est un vrai gratteur de ballon, un vrai récupérateur. Donc Frenkie va devoir faire peut-être plus d'efforts défensifs à côté de Pedri qu'à côté de Christensen, c'est assez logique, même si je sais pas si ça se vérifie vraiment sur le match en soi en termes de stats, j'ai pas analysé vraiment hyper précisément le rôle de Christensen avec Frenkie à côté de lui par rapport aux autres matchs, mais c'est ce qu'on peut se dire. Quand t'as un Christensen à côté de toi, c'est un mec qui va avoir le duel défensif, on va dire, le duel plus facile, quoi. C'est un mec qui va aller au duel, c'est un mec il y a un joueur qui a le ballon, il va aller essayer de le gratter, c'est un défenseur. C'est son rôle, c'est son quotidien, c'est son but dans la vie, c'est de récupérer les ballons. Donc forcément, s'il y a un gars à côté de lui, il va avoir le réflexe, tu vois. C'est comme si Frenkie jouait à côté de Gavi, quoi. Il aurait moins d'efforts à faire parce que Gavi c'est un malade du pressing et il voit un ballon, il faut qu'il le récupère, quoi, c'est tout. Donc c'est logique, c'est de la logique. Donc le fait qu'il y ait Christensen au milieu, ça te libère un petit peu plus Frenkie des tâches défensives, ça lui garde un peu de fraîcheur pour se permettre d'attaquer un peu mieux, ou en tout cas pour s'occuper de son rôle à lui. Son rôle à Frenkie, c'est pas de récupérer les ballons, c'est de sortir les ballons plus proprement, de se projeter et de construire un petit peu, d'être à la construction. On l'a vu dans l'analyse d'hier sur le premier but de Robert, à quel point Christensen a libéré aussi un petit peu Frenkie et Pedri. Pedri et Frenkie qui ont pu jouer ensemble rapidement, et à eux deux, ils ont pu amener l'action en fait. Et ça s'est joué avec les trois milieux créateurs, on va dire. Même si Frenkie est peut-être un peu moins milieu créateur, ça dépend de ce qu'on appelle créateur. Il y a créateur proche de la surface adverse pour créer vraiment les actions, et créateur de jeu, on va dire, pour construire le jeu à la base, quoi. Mais disons que Christensen est là en pivot pour il faisait aussi les mouvements pour attirer les joueurs, ça c'est bien. Le jeu sans ballon, c'est important. Et donc il est là en point d'appui, et t'as Frenkie et Pedri qui ont construit l'action. Pedri, tu la donnes à Frenkie rapidement. Frenkie qui se projette, qui a la liberté de se projeter aussi vers l'avant, et tu donnes le ballon à Gundogan, au troisième milieu créateur, et Gundogan sert Lewandowski, qui va marquer, tu vois. Et dans tout ça, Christensen, il touche pas le ballon, mais c'est pas grave, parce qu'il n'est pas là vraiment pour ça. En soi, il a pas ce rôle de il faut qu'on passe par lui pour construire, tu vois. C'est pas vraiment ça. Mais le fait qu'il soit là, ça libère les autres. Et peut-être que dans leur tête, ils sont un peu plus tranquilles. Ils se disent, à côté de moi, j'ai Christensen, il va faire le taf, quoi. Donc psychologiquement, ça peut libérer aussi les joueurs, et ça, c'est une belle chose. Je demande à revoir ça pour le reste de la saison, ça c'est clair. Ensuite, on a Adam qui dit es-tu confiant pour le match contre Naples après ce match ? Pas vraiment les gars. Je sais pas si tu disais ça de manière positive ou négative, dans le sens où t'as vu, on a quand même galéré. Mais après un match une victoire contre Alaves,
on n'est pas confiant, ça n'a rien à voir. Le match contre Naples, ça sera beaucoup plus de pression, il y aura beaucoup plus de motivation chez certains joueurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va récupérer Ter Stegen. On va récupérer Ter Stegen déjà le week-end prochain. Normalement, Ter Stegen sera titulaire contre le Grenade le week-end prochain. Donc déjà, on aura Ter Stegen dans les cages. Ça va rassurer un peu cette défense qui a besoin vraiment d'être rassurée parce que franchement, c'est dur. Donc ça sera déjà un peu différent cette défense, tu vois. Mais ce match-là, en soi, moi, il me rassure pas plus que ça. Je trouve que ce qui est bien là-dedans, et je l'ai souligné, c'est qu'on a été efficace. Déjà, je crois qu'en expected goal, on est à 1,20, tu vois, un truc comme ça. Bon, ça veut rien dire 1,20, mais tu vois, on aurait dû marquer un but à peu près, tu vois. Et on en a mis 3. Donc en termes d'efficacité, par rapport aux actions qu'on a eues, eh bien, on a été plutôt efficace comparé à d'habitude, au début de saison, où on manque, même la saison dernière, où on manquait cruellement d'efficacité. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Lewandowski qui nous met un but à la Lewandowski, en fait, tout simplement, un but de vrai neuf de classe mondiale qui a la confiance en lui. Et ça, c'est une belle chose aussi. Parce que moi, j'attends qu'une chose, les gars, c'est que Robert retrouve son niveau. Moi, j'ai pas envie de tomber sur Robert. C'est pas un plaisir de tomber sur Robert, de dire qu'il est nul, qu'il a mis ses Timberland là, qu'il a des chaussures, des pavés aux pieds, qu'il sait pas faire un contrôle, qu'il sait pas faire une passe, qu'il ralentit le jeu. Tout ça, c'est la réalité. Mais moi, ça me fait pas plaisir de dire ça, de tomber sur Robert. Moi, ce que j'ai envie, c'est que Robert, il claque des buts, qu'il soit notre attaquant, notre star en attaque, qui porte l'équipe. C'est tout ce que je souhaite pour lui et pour l'équipe. Je suis supporter du Barça, les gars. Moi, je suis pas là pour tomber sur les joueurs par plaisir. Je m'en fous complètement. C'est pas mes copains et c'est pas des gens que j'aime pas, quoi. Je n'ai aucune haine ni aucun quoi que ce soit contre les joueurs, quoi. J'espère juste qu'ils soient au niveau, en fait, durant la saison. Et on le sait, pour aller loin, que ça soit en Liga ou en Ligue des Champions, il te faut un tueur devant et il te faut une défense solide, principalement. Après, tu peux te démerder. Même si tu joues pas très bien, tu peux quand même te démerder. Si t'as un mec super efficace devant, la moindre action, il va mettre un but. Ça va aller. Et si derrière t'as un gars, un Ter Stegen en folie avec une défense solide, rassurée, qui tient les matchs même quand on subit tout ça, la Ligue des Champions, ça reste des matchs de coupe. Tu peux te sauver grâce à ça, tu vois. T'es pas obligé de pratiquer un football total, magnifique, le football de Pep et tout ça. Pep, il a gagné des Ligues des Champions avec le Barça, mais il les a pas gagnés tous les ans, tu vois. Parce que des fois, il s'est fait éliminer par des équipes qui étaient solides derrière et qui avaient des tueurs devant. Comme l'Inter de Mourinho ou alors Chelsea, tout ça, c'était des équipes qui jouaient pas, tu vois. Mais qui nous ont éliminés. Donc voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Je dis pas qu'on va gagner les Ligues des Champions si on retrouve un Robert efficace, mais j'attends que ça de Robert, en fait. Qu'il soit efficace. Tout simplement. Et on verra à la fin de la saison. Mais déjà, le fait d'avoir gagné les 2 derniers matchs, ça te remet dans une dynamique un petit peu positive. Si Robert retrouve la confiance, c'est parfait. Si Ter Stegen y revient et qu'il redonne un petit peu de confiance à cette défense, c'est parfait. Si on a trouvé une solution avec le 6, avec Christensen au milieu, avec un Gundogan qui est quand même s'il est un petit peu critiqué depuis le début de saison, Gundogan, je crois, c'est 5 buts, 9 passes décisives, c'est plutôt assez efficace. Donc franchement, c'est pas dégueu. On est en train de voir de belles choses. On a subi quand même pas mal de traumatismes cette saison. On est descendu très bas en termes de jeu, en termes de résultats, tout ça. Il y a encore pas très longtemps à se faire ouvrir par Villarreal. Ça devrait pas arriver, tu vois. C'est des fautes professionnelles. Et petit à petit, il faut qu'on se remette la tête à l'endroit. Il faut trouver une solidité, un équilibre. Il faut bricoler quelque chose parce que Christensen en 6, ça reste du bricolage. Mais si le bricolage il tient jusqu'à la fin de la saison, on peut peut-être faire de belles choses. Partir et Xavi pourra partir sur une bonne note, peut-être. Ensuite, question de Khalidou qui dit: salut Oriol. Salut Khalidou. Il me dit donc en fait Hector Fort c'est un pur produit de la Masia ou on l'a recruté jeune comme Araujo. Donc Hector Fort c'est un pur produit de la Masia. Évidemment tout jeune qui vient à la Masia, ils arrivent forcément d'un club, ils n'ont pas été formés, c'est assez rare qu'ils soient formés direct au Barça, tu vois, que ça soit leur premier club, même si ça arrive hein, forcément. Comme Gavi qui est arrivé assez tôt du Betis Séville, Fermin Lopez aussi qui est arrivé du Betis Séville il me semble. Donc Hector Fort il est arrivé il y a 10 ans. Donc il est arrivé vers 7-8 ans à peu près, j'ai pas l'âge exact mais je crois qu'il est arrivé en 2013-2014 au Barça. Donc 7-8 ans et il a fait après toute sa formation au Barça, donc chez les jeunes, puis après il est arrivé en U16, 7 et ainsi de suite jusqu'au Barça B la saison dernière. Je crois qu'il avait joué un petit peu avec le Barça B, je sais plus, ou je sais pas s'il a... Oui, il avait dû jouer quelques matchs peut-être la saison dernière il me semble, je m'en souviens plus. Et là cette saison, voilà, c'est l'explosion petit à petit, donc voilà, Hector Fort c'est vraiment un pur produit.
de la Masia. Ronald, lui, il est arrivé très tard. Il est arrivé, je sais plus exactement, j'avais fait un portrait sur Ronald. Donc dire à quel âge il est arrivé, je m'en souviens plus trop, mais il est arrivé pour le Barça B, quoi. Il a été signé pour la B, il est resté. Donc souvent, c'est un peu l'histoire qu'on aime bien raconter au Barça, c'est on est assez fier de la Masia, c'est un peu la mode de dire Made in la Masia, tout ça. Mais Ronald, bon... Il n'est pas vraiment de la Masia, Ronald. Il est arrivé avec la B, en fait. Quand tu considères un joueur qui vient de la Masia, à partir du moment où il reste 3 ans au moins avec la B, je crois. Et c'est ce qui s'est passé avec Ronald. Il est arrivé, il est resté au moins 3 ans avec la B avant d'aller en équipe première. Donc, il est considéré comme joueur de la Masia. Mais pas vraiment, tu vois. C'est comme si là, Mikhail Faye est resté 3 ans... Enfin, je crois qu'il y a une limite d'âge aussi. Il faut arriver avant un certain âge et rester 3 ans, tu vois, c'est un truc dans le genre. Donc genre, par exemple, t'arrives avant tes 19 ans et tu restes 3 ans, tu vois, ou un truc dans le genre. C'est comme si Mikhail Faye, il était arrivé un peu plus tôt, il est resté 3 ans avec la B, tu vois, et on dit Mikhail Faye, il vient de la Masia. Pas vraiment, frérot. Mais bon, on aime bien raconter ça. Moi, pour moi, dans ma tête, dans mon livre aussi, Pedri vient de la Masia. C'est comme ça. Me dites pas, il vient de Las Palmas. Non, Pedri vient de la Masia. Pedri, c'est le fils d'Iniesta. C'est tout. Dans ma tête, c'est ça, c'est tout. Laissez-moi tranquille. Ensuite, on a Youssef qui dit « Je comprends pas pourquoi c'est Frenkie qui couvre Cancelo et pas Christensen, il est meilleur défensivement. » C'est une bonne question. Je pense que c'est une question d'équipe avec ballon. Je vais essayer d'être clair et déjà clair pour moi dans ma tête. Quand on construit le jeu, quand on ressort les ballons, souvent Frenkie, il va jouer très très bas. Souvent, ce qu'on a aussi dans l'équipe, c'est Koundé, la plupart du temps. Alors, ça serait différent peut-être si on avait un autre coach avec une autre tactique. Mais avec Xavi et avec la tactique qu'on a depuis un peu la saison dernière et cette saison, c'est un joueur plus défensif à droite, donc Koundé, qui va jouer comme troisième central ou latéral. Donc pour sortir les ballons, soit on sort les ballons avec 3 défenseurs centraux, soit ça suffit, soit si on a un peu plus de mal à sortir les ballons, on a Frenkie qui descend comme 4e défenseur, on va dire, pour avoir plus de solutions. Donc ça, c'est une tactique, on va dire, ou quelque chose mis en place parce que Frenkie, de toute façon, il aime bien redescendre assez bas pour sortir les ballons et il a la qualité de projection pour le faire, la qualité aussi de balle au pied pour éviter de perdre les ballons bêtement. S'il descend et il va faire ses dribbles, vous savez, où il fait des feintes, il tourne en rond là et il va feinter le joueur et après il va accélérer, il va casser des lignes. Donc ça, c'est un peu sa spécialité à Frenkie. Donc souvent ce qu'on a, c'est qu'on a Koundé qui écarte sur le côté droit, latéral. On a Ronald et là en l'occurrence on a Koubarsi en deuxième centrale. Et puis vu qu'on a un latéral gauche offensif, donc là c'était Cancelo dans les derniers matchs, d'habitude c'est Baldé, disons. Donc on a Baldé qui prend le couloir comme un ailier et qui attire donc le latéral pour éviter que le latéral il monte trop, ou alors qui attire l'ailier plutôt adverse. Donc l'ailier qui est sur le latéral et le latéral reste sur l'ailier, le faux ailier. Donc là c'était Pedri en l'occurrence aussi. Et donc Frenkie il descend en défense, tu vois. Et ça c'est pour attirer aussi, c'est déjà pour apporter une solution. Mais d'un autre côté t'attires un peu ce milieu là et t'as le milieu qui marquait Frenkie au milieu dans l'axe qui est obligé soit de s'écarter, soit il lâche Frenkie, tu vois. Donc ça apporte une nouvelle solution et ça nous permet de sortir les ballons plus facilement. Donc le fait que Frenkie se place là, c'est surtout tactique, on va dire, pour la construction du jeu et non pas la défense. Et puis ce qu'on a aussi, c'est quand même un Frenkie, même si il est moins bon défensivement effectivement que Christensen, mais rappelez-vous la saison dernière, on avait un Busquets de l'autre côté qui était peut-être meilleur défensivement que Frenkie, mais qui avait pas la vitesse. Donc le fait qu'il y ait le latéral qui monte, en fait, qui prenne le couloir et qui a plus de mal à redescendre parce qu'il redescend de plus haut pour défendre. Donc on a un Frenkie qui est placé sur ce côté-là parce que Frenkie il a quand même une très bonne vitesse et un sacré volume de jeu. Donc il peut se permettre de répéter les efforts comme ça pendant tout le match. Ce qui n'est pas forcément le cas de Christensen. Je pense pas que Christensen, s'il faut couvrir à chaque fois, redescendre dans son dos pour couvrir les montées de Cancelo, au bout d'un moment Christensen il va être laqué. Christensen c'est un défenseur central, il n'a pas l'habitude de faire des allers-retours, tu vois, c'est différent. Frenkie lui il a le coffre pour ça. Donc je pense que toutes ces raisons-là font que c'est pour ça que on voit Frenkie couvrir ce couloir-là, quoi. Je pense que c'est pas une mauvaise idée non plus, tu vois, en soi. Même si Christensen, effectivement, est meilleur défensivement. Mais là, c'est une question de retour défensif et de couvrir les espaces. Donc, c'est différent.
On va finir avec la question de Hakim qui dit salut Café, pourquoi l'animation offensive du Xavi Ball est-elle si soporifique? Alors je suis pas sûr que ça soit l'animation vraiment en soi qui soit soporifique. Parce qu'une animation, c'est une animation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des appels, les joueurs qui se positionnent d'une certaine façon, des circuits de passe, mais en soi c'est pas forcément l'animation en tant que telle qui est soporifique, c'est plus ce qu'en font les joueurs en soi. Alors c'est pas que je veux repousser la faute sur les joueurs, ce que je dis c'est que quand tu as une animation à mettre en place, les joueurs doivent mettre en place cette animation. Ok, une animation elle est pas forcément c'est pas un truc de ouf, ça peut être joué plus vite. Ça aussi, je pense que Xavi demande à chaque fois que ça soit joué plus rapidement, qu'on fasse 1 ou 2 touches de balle, mais à chaque fois que ça soit plus fluide, plus rapide dans les transmissions, ce qui n'est jamais forcément le cas. Donc ça, après, c'est aux joueurs d'essayer de faire en sorte de jouer un petit peu plus vite. Et ce qui manque aussi, c'est un peu de folie dans cette attaque, toujours. La seule folie qu'on a dans cette attaque, c'est Lamine Yamal qui la met. C'est tout. On peut très bien avoir une animation un peu soporifique, comme tu dis, où on se fait des passes un peu lentement pour ralentir le jeu, et puis d'un coup on accélère, une passe en une touche de balle, tac tac, un 1-2 avec un joueur, tu balances la balle sur Lamine qui va dribbler 2-3 gars, qui va faire une passe en profondeur, et but, tu vois. Et là, tu vas dire, l'animation, elle est sympa. Mais tout dépend ce qu'en fait les joueurs, quoi. Alors peut-être que Xavi met pas les bonnes choses, les bons ingrédients, les met pas dans les meilleures conditions les joueurs pour faire une animation sympa. Mais je pense que, comme d'habitude, c'est un peu aux joueurs aussi d'oser. C'est pas, j'ai pas envie de tomber sur les joueurs en disant qu'ils sont nuls, mais des fois les joueurs ils ne tentent pas assez. Je l'ai montré dans l'analyse hier sur le contre Alaves là, le 3-1. J'ai montré un moment où Christensen il fait une passe vers l'avant pour Gundogan qui est dos au but. Et Christensen, donc il fait sa passe, ce qui est assez intéressant, comme si c'était un milieu de terrain, alors que c'est un défenseur, mais il fait sa passe et il fait l'appel dans le dos direct du joueur qui était sur lui. Donc direct, passe et il se rend disponible. C'est une bonne chose. Gundogan, au lieu de recevoir la balle, de lui faire un 1-2 direct pour Christensen, parce que lui il est dos au but. Donc tu la libères pour Christensen. Gundogan a la qualité pour faire une passe sans contrôle, je veux dire, un 1-2 ça va. Donc il fait la passe à Christensen. Christensen se retrouve face au but, face au jeu. Soit il sert Lewandowski ou je ne sais qui, tu vois, en profondeur, Pedri ou Vitor Roque qui était là, je sais plus, mais il a la possibilité de faire quelque chose. Et là, Gundogan, au lieu de jouer en 1-2, il fait un contrôle un peu long en plus, et on perd 2 mètres. Il repart 2 mètres en arrière et il a passe à Koundé, et après on fait tourner. Ça c'est pas ça je pense pas que ce soit un problème venant de Xavi et venant de l'animation en soi. Ça c'est aux joueurs de sentir le coup. Christensen lui propose une solution, Gundogan il doit jouer vite, une touche, 2 balles, 1-2, et tu vois ça accélère le jeu d'une vitesse. Tu fais un 1-2 d'un coup en une touche comme ça proche de la surface, ça fout le bordel dans la défense et ça peut t'apporter quelque chose de dangereux. Mais les joueurs ils sont pas, des fois ils osent pas, ils sont trop dans la sécurité, tu vois, ils ont peur de perdre la balle et de prendre un contre, mais ça c'est tout ça, c'est psychologique. C'est parce que derrière on n'est pas solide, les joueurs, les attaquants, peut-être les joueurs un peu plus créatifs qui jouent plus haut, ils ont pas confiance en leur défense en fait et en leur gardien, parce qu'ils se disent si je perds la balle ici, on est capable de prendre un contre peut-être et de prendre un but alors qu'on est à 70 mètres des cages. C'est une possibilité. Il faut que les joueurs se libèrent de la pression vraiment et commencent à prendre du plaisir sur le terrain. Vous allez voir, si les joueurs arrivent vraiment à se libérer de cette pression là de je ne sais quoi d'ailleurs, parce que franchement les gars, alors certes on va pas abandonner la Liga, le Real a fait match nul, Girone a fait match nul, donc l'Atlético contre le Real a fait match nul aussi. On a gratté un petit peu quelques points, mais la Liga n'est peut-être pas finie, mathématiquement en tout cas, mais il faut se libérer de cette pression, il faut se libérer. C'est pas comme si on était à 2 doigts de gagner, faire le triplé, qu'il y avait toute cette pression derrière. On est à 2 doigts de rien, on est plus proche de rien gagner cette saison que de gagner tout. On est d'accord, je pense. Les joueurs ils doivent pas avoir cette mentalité en mode on va tout perdre, mais ils doivent arriver à se libérer de cette pression-là et prendre du plaisir sur le terrain. Ils vont jouer. Je pense que ça va être quand même beaucoup plus sympa si jamais ils arrivaient à faire ça. Et ça, c'est au coach de le faire. Xavi, si tu m'écoutes, Faro. Il est temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve demain probablement pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore, ou peut-être, je sais pas, on va voir. Je vais sortir une vidéo sur ma chaîne gaming les gars, sur la chaîne secondaire. Je vais faire un peu de fut champion, je vais sortir ça, et je ferai aussi un pack opening là, ouverture de pack et tout, parce que j'ai pas mal de packs à ouvrir. Ça change un petit peu du mode carrière, voilà, pour ceux qui sont encore là et qui sont intéressés, je sortirai ça tout à l'heure. Bonne journée à tous, bonne soirée, ciao.